Un moteur a déchiré la chemise de la serveuse, ignorant qu'elle était une Navy SEAL infiltrée. Avant de plonger, prenez le temps de me dire d'où regardez-vous la vidéo et quelle heure est-il? Peut-être le lever du soleil à Nairobi, minuit à New York, l'après-midi au Canada ou le soir en France. Ne vous contentez pas de regarder en silence. Laissez un commentaire ci-dessous et voyons quelle portée mondiale cette histoire a. Maintenant, plongez-vous et commençons. Le bruit d'un tissu déchiré résonna dans le restaurant bondé du bord de route comme un coup de feu. Thessalie Dumont resta figée, sa chemise d'uniforme déchirée pendant, exposant son soutien-gorge de sport et le tatouage militaire complexe qui entourait sa cage thoracique, un trident transpercé dans un crâne avec l'inscription The only easy day was yesterday. Le seul jour facile était hier, gravé en dessous. C'était le 17 mars 2019, exactement 3 ans après son départ de la SEAL Team 6 pour cette opération d'infiltration, et en un instant de violence, tout ce qu'elle avait construit allait s'écrouler. Le moteur qui l'avait attrapé, un homme imposant nommé Razor, se tenait là, un morceau de sa chemise encore dans son poing charnu, ses camarades de gang riant derrière lui. Mais leur rire s'éteignit lorsqu'ils découvrirent ce qu'il y avait en dessous. Non seulement le tatouage, mais aussi les cicatrices. Des blessures par balles, des marques de couteau et des brûlures qui racontaient des histoires de batailles livrées dans des lieux que la plupart des gens ne pouvaient pas prononcer. Les mains de Thessalie ne tremblaient pas. Elles n'avaient jamais tremblé depuis Kandahar en 2014, lorsqu'elle avait appuyé sur l'artère sectionnée de sa coéquipière pendant 47 minutes sous les tirs. Le restaurant était plongé dans le silence. 43 témoins figés, fourchettes à mi-bouche, tasses de café fumantes et intactes. Elle sentait le Glock 19 caché sous le comptoir, à exactement 30 centimètres de sa main gauche, chargé de 15 balles plus une. Mais sa mission n'était pas de se battre, mais de débusquer le réseau de trafic d'êtres humains opérant via ce relais routier de l'autoroute 40, celui qui avait enlevé 13 fils ces 6 derniers mois. Son responsable, le commandant Isaac Reeves, avait été clair. Rester à couvert à tout prix. Mais les mots suivants de Razor changèrent tout. Eh bien, les gars, gronda Razor, son haleine empestant le whisky et la méthamphétamine, on dirait qu'on a une vraie soldate qui se déguise. Sa bande, les prophètes du diable, s'approcha. 7 hommes, tous armés, leurs gilets de cuir ornés d'écussons qui les disaient tueurs. L'esprit exercé de Thessalie Catalogatu, sorti bloqué, 3 civils avec enfants, un couple de personnes âgées dans la cabine numéro 4, une femme enceinte près de la fenêtre. Son pouls restait à 52 battements par minute, le même que lorsqu'elle avait infiltré ce camp en Syrie. Vous savez ce qu'on fait aux salopes de militaires qui se prennent pour des durs? Continua Razor en la rejoignant. C'est alors qu'elle le vit, le tatouage à l'intérieur de son poignet, à peine visible sous son bracelet en cuir, une couronne à 3 étoiles, le symbole du cercle intime du réseau de trafiquants. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement et Miguel Santos, le cuisinier avec qui elle travaillait depuis 8 mois, en sortit avec un fusil de chasse. « Ça suffit, Razor », dit Miguel d'une voix ferme malgré le tremblement de ses mains. L'esprit de Thessalie s'emballa. Miguel n'était pas censé être là aujourd'hui. Il s'était déclaré malade. À moins qu'il ne soit pas malade du tout. À la façon dont il tenait son fusil, le doigt bien indexé sur le canon, la posture équilibrée, il avait suivi une formation. Militaire ou policière, sans aucun doute. L'air du restaurant crépitait d'une tension à couper le souffle. Thessalie calculait les angles, les distances, les temps de réaction. Dans sa vision périphérique, elle aperçut un mouvement. Une petite fille, peut-être 7 ans, pointant du doigt derrière les jambes de sa mère, du même âge que sa nièce en Louisiane. « Miguel », dit Thessalie d'une voix douce avec l'autorité de quelqu'un qui avait commandé des opérations dans 3 zones de guerre différentes, « pose ton arme. » Mais alors même qu'elle parlait, elle vit la main de Razor se diriger vers le 357 glissé dans sa ceinture. Ses frères se déployaient en une formation tactique qu'ils n'auraient pas dû prévoir. Le piège qui se tramait depuis 8 mois se refermait enfin. La vérité la frappa comme un coup de massue. Elle n'était pas la seule à être infiltrée dans ce restaurant. La question était, qui traquait qui? Et dans cet instant suspendu,
Tandis que la main de Razor se refermait sur son arme et que le doigt de Miguel se posait sur la détente, Thessaly fit un choix qui allait soit sauver 13 filles disparues, soit tuer tous les occupants du restaurant. L'humidité de la Louisiane s'accrochait à Thessaly comme une seconde peau, alors qu'elle se tenait devant le bureau du commandant Reeves le 15 juillet 2018, ses papiers de démobilisation encore frais à la main, du moins, c'est ce que quiconque vérifiait aurait trouvé. Le dossier officiel mentionnait le sous-officier de première classe Thessaly Dumont, Navy SEAL décoré, libéré pour raison médicale après un traumatisme crânien subi lors d'une opération secrète. La vérité était si profondément enfouie que seules 5 personnes au sein du ministère de la Défense savaient qu'elle était toujours active, toujours en chasse. Reeves ouvrit la porte, son visage buriné révélant chacune de ses 53 années, la plupart passées à envoyer des agents comme elle en enfer. Dumont, dit-il en lui faisant signe d'entrer, que sais-tu des prophètes du diable? Elle en savait assez. Ils acheminaient des méthamphétamines du Mexique au Canada, contrôlaient des réseaux de prostitution dans 7 États et avaient récemment étendu leurs activités à des activités plus sombres. Ils s'en prennent à des enfants, monsieur, répondit-elle d'une voix neutre. 13 personnes disparues, confirmées le long du corridor de l'autoroute 40. Le dossier d'information faisait 7 cm d'épaisseur et il était rempli de photos qui auraient hanté les rêves de la plupart des gens. Mais Thessaly avait vu pire en personne, des enfants soldats en Somalie, des fosses communes en Bosnie, des choses que CNN ne montrerait jamais. La photo de chaque fille disparue était attachée avec un trombone à une déclaration familiale, des supplications désespérées de parents qui n'avaient jamais cessé de chercher. La plus jeune avait 11 ans, enlevée dans les toilettes d'une aire de repos pendant que sa famille dormait dans leur camping-car. L'aîné, 17 ans, avait disparu de son travail dans un restaurant pour camions. Le schéma était clair. Des filles vulnérables, des lieux de passage, aucun témoin. Le FBI travaillait sur l'affaire depuis 2 ans sans résultat. C'est alors que quelqu'un avait suggéré de faire appel à un spécialiste, quelqu'un capable de disparaître dans l'ombre, de devenir invisible. Quelqu'un entraîné à survivre derrière les lignes ennemies pendant des mois pour devenir celle qu'elle voulait être. Le Crossroads Diner, dit Reeves en glissant une photo sur le bureau. Elle montrait un relais routier délabré à 70 km d'Amarillo, le genre d'endroit où les serveuses travaillaient pour des pourboires sans poser de questions. Les renseignements suggèrent que c'est un point de passage. Les filles passaient par là avant d'être transférées vers le nord. Thessaly étudia la photo, mémorisant chaque détail. Le parking en asphalte craquelé, l'enseigne aux néons clignotantes, la rangée de semi-remorques qui pouvaient tout cacher. Tu y entreras en tant que Teresa Moreau, une actrice ratée de la Nouvelle-Orléans, désespérée par l'argent, sans famille pour te regretter. La légende qu'ils avaient construite était parfaite, avec une histoire inventée sur les réseaux sociaux, de fausses références, et même un ex-petit ami fictif sous le coup d'une ordonnance restrictive. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. Reeves serra les dents. « Le temps qu'il faudra. Ça pourrait être des mois, ça pourrait être 1 an. » La transformation commença immédiatement. Thessaly teignit ses cheveux auburn naturels en blond, avec des racines foncées, l'air de quelqu'un qui n'avait pas les moyens de se faire retoucher en salon. On lui offrit une garde-robe chinée dans des friperies, des vêtements qui sentaient la vie des autres. Ses ongles, habituellement courts et propres pour le combat, repoussèrent et furent vernis avec un vernis bon marché qui s'écaillait dans quelques jours. On lui apprit à se voûter, à se faire plus petite, à tressaillir au bruit, tout le contraire de ce que 14 années d'entraînement militaire lui avaient inculqué. Le plus dur fut la prise de poids. 11 kilos de tissu mou pour cacher les muscles en dessous, obtenus grâce à un régime alimentaire soigneusement contrôlé qui la rendait léthargique et faible. En septembre, lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle ne reconnut plus la femme qui la fixait. Teresa Moreau était brisée, désespérée, un appât parfait. Pour sa dernière nuit avant son déploiement, Thessaly était assise dans son appartement vide, tout rangé à l'exception d'une photo. Son équipe SEAL après l'opération en Afghanistan qui lui avait valu la Silver Star. 6 agents, frères en tout sauf par le sang, dont 3 étaient morts. Elle traça leur visage du doigt, se souvenant du quartier-maître James Phoenix Mitchell, qui avait pris une balle qui lui était destinée à Fallujah. Il avait eu une fille, Sophie,
qui venait d'avoir 7 ans. L'âge qu'auraient ses filles disparu dans quelques années si personne n'y mettait un terme. Elle rangea la photo dans un compartiment secret de son sac de survie, avec son trident, ses médailles et tout ce qui prouvait l'existence de Thessaly Dumont. Demain, elle conduirait une Honda Civic déglinguée jusqu'au Texas, postulerait pour un emploi de serveuse et attendrait que les monstres la remarquent. Le compte à rebours de la mission commençait. Le Crossroads Diner sentait le café brûlé et les rêves brisés lorsque Thessaly franchit la porte le 22 septembre 2018, serrant contre elle un journal sur lequel des offres d'emploi étaient entourées d'une encre rouge désespérée. La gérante, une femme corpulente prénommée Dolores, au regard bienveillant et aux doigts tachés de nicotine, jeta à peine un coup d'œil à sa candidature avant de dire « Pouvez-vous commencer demain? Service du matin, 17h30 précise. » C'était presque trop facile, mais après tout, ce genre d'endroit était un véritable carrefour pour les hommes perdus. Les autres serveuses, Maria, Crystal et Jade, la toisèrent avec la lassitude de ces femmes qui avaient vu trop de filles aller et venir. Certaines vers une vie meilleure, d'autres vers un destin pire. Cette première semaine, Thessaly se montra maladroite, faisant tomber des assiettes, mélangeant les commandes, s'excusant sans cesse. Elle devait paraître vulnérable, faible, le genre de personne que les prédateurs remarqueraient. Les prophètes du diable arrivaient avec une précision exemplaire chaque vendredi soir, leur Harley les annonçant bien avant qu'ils ne se garent sur le parking. Razor les menait, un homme d'1,90 m, musclé et menaçant, avec des tatouages tribaux sur les 2 bras et une barbe qui lui descendait jusqu'au torse. Ses lieutenants suivaient, Snake, un homme mince au regard mort qui ne cessait d'observer, Dicel, qui dirigeait leurs opérations de méthamphétamine, et Tank, qui s'occupait de l'application de la loi avec des mains visiblement fracturées. Ils occupaient toujours le box du coin, commandaient toujours les mêmes plats et partaient toujours à minuit pile. Thessaly les servait d'une main tremblante, ce qui n'était pas vraiment un simulacre, non pas par peur, mais par l'effort qu'elle faisait pour réprimer son entraînement. Lorsque Snake lui saisit le poignet pour regarder sa jolie montre, son instinct lui hurla de lui casser le bras en 3 endroits. Au lieu de cela, elle gémit et s'écarta, les larmes aux yeux. Octobre se transforma en novembre et Thessaly s'installa dans sa couverture avec la patience d'un sniper. Elle apprit le rythme du restaurant, les chauffeurs routiers qui passaient, les habitants qui bavardaient autour d'une tarte. Elle se lia d'amitié avec Maria, une mère célibataire de 2 enfants qui travaillait là depuis 6 ans, sans jamais lui demander pourquoi son fils avait des bleus, ni pourquoi elle sursautait quand les clients masculins devenaient trop bruyants. Crystal, à peine 19 ans, confia qu'elle économisait pour fuir en Californie, mais ses économies ne cessaient de disparaître, probablement à cause de la dépendance à la méthamphétamine de son petit ami. Jade ne parlait jamais de son passé, mais les traces sur ses bras en disaient long. Ces femmes n'étaient pas que des collègues, elles étaient des victimes potentielles, le groupe démographique précis que le réseau de trafiquants ciblait. Thessaly commença à leur laisser de plus gros pourboires sur son maigre salaire, leur apportant des plats faits maison, devenant l'ami dont elles avaient besoin. Le déclic eut lieu le 30 novembre, lorsqu'une nouvelle jeune fille entra. Amélie Thibault, 18 ans, fraîchement débarquée d'un Greyhound de Montréal, avec une histoire d'évasion d'un père violent. Elle était belle, fragile, attirant les prédateurs, avec ses yeux creux et ses mains tremblantes lorsqu'elle comptait la monnaie. Thessaly reconnut immédiatement les signes. Amélie était une fugueuse, sans papier, personne ne la recherchait. Une proie parfaite. Effectivement, 3 jours plus tard, Snake commença à s'intéresser à elle, lui proposant un travail d'appoint, rémunéré en espèces, sans poser de questions. Thessaly observa le déroulement avec une familiarité maladive, le processus de préparation qu'elle avait vu documenté dans des dizaines de dossiers. Mais quelque chose clochait chez Amélie. Sa façon de bouger, fluide et contrôlée, alors qu'elle pensait que personne ne la regardait. Sa façon de suivre du regard tout le monde dans la pièce, les sorties et les armes. La fine ligne blanche sur son cou qui ressemblait étrangement à une cicatrice de garrot. Le 7 décembre, exactement 77 ans après Pearl Harbor, Thessaly suivit Amélie dans la cour pendant une pause cigarette. « Je ne fume pas », dit Amélie avec un accent anglais prononcé. « Mais c'est une bonne couverture pour la reconnaissance, non ?» Les mots frappèrent en Thessaly comme de l'eau glacée.
L'attitude d'Amélie changea complètement, son air d'adolescente effrayée s'effaçant pour révéler quelque chose de plus dur, de plus dangereux. Gendarmerie royale du Canada, murmura-t-elle en montrant un badge dissimulé. Division d'infiltration. Vous n'êtes pas le seul à traquer ces salauds. L'esprit de Thessalie s'emballa. Un autre agent infiltré signifiait un risque accru d'exposition, mais aussi un renfort potentiel. Combien de temps? Demanda-t-elle prudemment. 3 semaines. Mon partenaire est intégré au gang. On les traque depuis Vancouver. Ils ont fait passer 14 fils par la frontière le mois dernier. Le sang de Thessalie se glaça. 14 victimes de plus, et les autorités continuaient à observer, à attendre, à recueillir des preuves pendant que les filles disparaissaient en enfer. Miguel Santos arriva au restaurant le 15 décembre 2018 au volant d'un pick-up Ford de 1997 immatriculé au Mexique, transportant tout ce qu'il possédait dans 2 sacs en toile. Dolores l'engagea sur le champ. Les bons cuisiniers qui ne demandaient pas de papier étaient rares. Il était discret, la quarantaine, avec des tempes grisonnantes et des mains qui bougeaient avec une grâce surprenante, qu'il retourne des œufs ou qu'il aiguise des couteaux. Thessalie remarqua des choses qui échappaient aux autres. Sa façon de se tenir, le poids du corps en équilibre sur la pointe des pieds, prêt à bouger dans toutes les directions. Le tatouage à peine visible sur son avant-bras, partiellement enlevé, mais qui laissait encore apparaître ce qui ressemblait à des numéros d'unités militaires. La façon dont son regard se durcissait à l'entrée des prophètes du diable. Ils cuisinaient leurs plats sans se plaindre, mais elle le surprit un jour à cracher dans le hamburger de Razor, un petit geste de défi qui aurait pu lui coûter la vie. 3 jours avant Noël, le restaurant était presque vide lorsque Miguel s'approcha de Thessalie pendant sa pause. « Teresa », dit-il sous son pseudonyme, mais ses yeux indiquaient qu'il savait que c'était un faux. « Tu as laissé tomber ça. » Il lui tendait une serviette en papier vide, mais au contact de leurs mains, elle sentit la carte micro SD qu'il lui enfonça dans la paume. Son expression resta inchangée. Des années d'entraînement lui avaient permis de garder un visage neutre, mais son pouls s'accéléra. Cette nuit-là, en sécurité dans sa chambre de motel, elle inséra la carte dans son ordinateur portable crypté. Elle contenait des photos de surveillance des prophètes du diable, des notes détaillées sur leurs déplacements et, plus choquant encore, des images de conteneurs maritimes au port de Houston avec leur manifeste. Miguel n'était pas qu'un simple cuisinier. La question était, pour qui travaillait-il? Leur idylle de confiance prudente commençait par de petits gestes. Miguel déposait des repas spécifiques sous la lampe chauffante à l'arrivée de certains camionneurs. Des camionneurs que Thessalie avait identifiés comme de possibles passeurs. Elle lui rendait l'appareil en notant les armes portées par chaque moteur, laissant ses observations au crayon gras sur des bons de commande qu'il brûlait après lecture. Aucun des deux ne reconnaissait ce qu'ils faisaient, gardant leur couverture même en privé. Mais le 8 janvier 2019, tout changea. Une jeune fille de 17 ans nommée Destiny Washington disparut d'une aire de repos à 100 km au nord, et sa description correspondait parfaitement au profil. Cette nuit-là, Miguel enfreignit le protocole. « Il la transporte demain », dit-il doucement, tout en lui apprenant à nettoyer le grill. Pick-up à 3 heures du matin, fourgonnette blanche, direction Warehouse District à Amarillo. Thessalie se trouvait face à un choix impossible. Percer sa couverture pour sauver une jeune fille anéantirait 8 mois de travail et en condamnerait potentiellement des dizaines d'autres. Mais laisser Destiny disparaître dans le système risquait de ne jamais être retrouvée. Elle appela le commandant Reeves depuis un téléphone jetable, utilisant un code. Colis identifié, livraison imminente, demande d'aide. Sa réponse fut exactement celle qu'elle attendait. Maintenez votre position. Priorité à l'objectif principal. Elle raccrocha, se sentant mal. Ce soir-là, elle observa le visage de Miguel tandis qu'il servait le dîner aux prophètes du diable et vit les muscles de sa mâchoire se contracter lorsque Razor se vanta de nouvelles marchandises en route. À 2h47 du matin, Thessalie, debout à la fenêtre de son motel, regarda une camionnette blanche passer sur l'autoroute 40, sachant qu'une adolescente se trouvait à l'arrière, terrifiée et seule. Le lendemain matin, Miguel était différent, plus dur, ce genre de froid qu'on ressent en voyant le mal prospérer, tandis que les bonnes personnes ne font rien. « Combien encore ?» demanda-t-il à Thessalie lorsqu'ils furent seuls dans la cuisine.
Combien encore de filles disparaissent avant que quelqu'un n'agisse? Elle voulait lui parler de la situation dans son ensemble, de l'opération qui en sauverait des dizaines, voire des centaines. Au lieu de cela, elle ne dit rien, gardant sa couverture même si cela la rongeait. Mais les mots suivants de Miguel changèrent tout. Ma fille était l'une d'elles. Lucia Santos, 15 ans, enlevée sur une aire de repos au Nouveau-Mexique il y a 14 mois. Sa voix se brisa légèrement. Je les traque depuis. J'ai vendu tout ce que je possédais. J'ai appris à cuisiner juste pour obtenir ce travail, pour me rapprocher d'elle. Il sortit une photo usée d'une adolescente souriante qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Le FBI dit qu'elle est probablement morte. Je ne les crois pas. En février 2019, le Crossroads Diner était devenu un échiquier où chaque pièce représentait une menace ou un allié potentiel. Et Thessaly ne savait plus où donner de la tête. Amélie, l'agent secret canadien, avait commencé à fréquenter Snake, le laissant la tripoter pendant qu'elle recueillait des renseignements sur leurs itinéraires vers le nord. Cette relation donnait la chair de poule à Thessaly, mais le regard d'Amélie restait froid et calculateur, même lorsqu'elle riait aux plaisanteries crues de Snake. Pendant ce temps, Miguel avait identifié 3 camionneurs qui transportaient régulièrement des marchandises spéciales pour le gang. Des conteneurs censés contenir des pièces automobiles, mais modifiés avec des compartiments cachés, des trous d'aération et des chaînes. Les preuves s'accumulaient, mais il leur fallait localiser le principal centre de détention, l'endroit où les filles étaient enfermées avant d'être vendues. Chaque piste laissait présager un événement majeur imminent, ce que Razor appelait la moisson. La Saint-Valentin apporta une horreur inattendue. Une nouvelle serveuse fit son apparition, âgée d'à peine 16 ans, prétendant en avoir dessui avec des papiers manifestement falsifiés. Elle s'appelait Evelyn et avait le même air désespéré que toutes les autres, fugueuse, sans abri, invisible. Mais Thessaly l'a reconnue grâce au fichier des personnes disparues. Evelyn Cartwright, disparue d'une famille d'accueil en Oklahoma 3 mois auparavant. Elle avait réussi à s'échapper de l'endroit où on la retenait et se cachait désormais à la vue de tous, à l'endroit même où elle avait probablement été victime de trafic. Lorsque Thessaly la coinça dans la salle de bain, Evelyn fondit en larmes. Il y en a 12 autres, murmura-t-elle entre deux sanglots. Ils nous enferment dans un vieil abri anti-tempête du Ranch Garrison. Ils déménagent tout le monde le 20 mars et nous vendent à des acheteurs d'Europe de l'Est. Le 20 mars n'était plus qu'à 5 semaines. Ces renseignements ont tout changé. Thessaly a activé un protocole d'urgence, envoyant des messages codés au commandant Reeves concernant la chronologie. Mais sa réponse a été retardée, ce qui était inhabituel pour une opération aussi cruciale. Pendant ce temps, Amélie recevait des renseignements similaires de Snake lors de conversations intimes. La bande préparait son plus gros coup en déplaçant tout son stock en une seule fois. Mais elle avait aussi appris quelque chose d'inquiétant. Un autre acteur était impliqué, un certain Le Berger, qui orchestrait tout en coulisses. Les prophètes du diable n'étaient que les muscles, Le Berger était le cerveau. Et d'après les divagations ivres de Snake, Le Berger avait quelqu'un au sein des forces de l'ordre, quelqu'un qui les avertissait des enquêtes depuis des années. Le 28 février, Thessaly prit une décision qui violait tous les protocoles qu'elle avait été formée à suivre. Elle s'introduisit dans le bureau du restaurant après les heures d'ouverture et accéda à l'ordinateur de Dolores. Elle avait remarqué qu'il était connecté à un système de surveillance sophistiqué, ce qui semblait excessif pour un restaurant de relais routier. Ce qu'elle découvrit la glaça. Des dossiers détaillés sur chaque serveuse ayant travaillé là au cours des 3 dernières années, incluant des dossiers médicaux, des profils psychologiques et des évaluations de vulnérabilité. Dolores n'était pas seulement une manager, c'était une éclaireuse, identifiant des cibles pour le réseau de trafiquants. Mais le plus choquant était un dossier intitulé Actifs, contenant des photos et des dossiers sur 3 personnes. Amélie Thibault, Miguel Santos et Teresa Moreau, sa propre identité de couverture. Il savait depuis le début. La prise de conscience qu'elle marchait dans un piège depuis 8 mois aurait dû la paralyser de peur. Au contraire, elle cristallisa tout avec une clarté militaire. Il ne s'agissait pas seulement d'un réseau de trafiquants, c'était une opération de ruse destinée à attraper et éliminer les agents des forces de l'ordre infiltrés. Les fils disparus étaient réels, les crimes étaient réels. Mais ils étaient aussi l'appât d'un complot plus vaste. Alors qu'elle copiait les fichiers sur un disque dur crypté,
Elle entendit des motos approcher, trop tôt pour la visite habituelle du gang le vendredi. Par la fenêtre, elle vit Razor et son équipe s'arrêter, ainsi qu'un SUV noir qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La portière passager s'ouvrit et le commandant Isaac Reeves en sortit, son supérieur hiérarchique, l'homme qui l'avait envoyé en mission. Il serra Razor dans ses bras comme un vieil ami, et à cet instant, Thessaly comprit la véritable ampleur de la trahison. Le Berger n'était pas un agent des forces de l'ordre. C'était la personne même qui l'avait envoyé mourir ici. Le lendemain matin, 1er mars 2019, Thessaly servait le café d'une main ferme malgré le tremblement de terre dans sa poitrine. Le commandant Reeves était assis au box numéro 3, jouant le rôle d'un homme d'affaires en déplacement, sans jamais la regarder dans les yeux. Mais elle le surprit à l'observer dans le reflet de la fenêtre, l'observant comme un spécimen. 8 mois de contrôle, de renseignements fiables, de croyances qu'elle servait son pays, tout cela n'avait été qu'un mensonge. Elle avait été un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, mais elle ne comprenait toujours pas le but. Tandis qu'elle remplissait sa tasse, il lui dit sans la regarder. « Attention avec cette cafetière, mademoiselle. Je ne voudrais pas que vous vous brûliez, une menace déguisée en inquiétude. Les autres serveuses ne le remarqueront pas, mais Miguel, si. » Elle vit sa main se diriger vers le couteau à sa ceinture, son instinct protecteur s'éveillant. Cet après-midi-là, Amélie l'a pris à part lors d'un changement d'équipe. « Il y a un problème », murmura l'officier canadien. « Snake a reçu des appels toute la matinée. Ils avancent le calendrier, ce soir au lieu du 20 mars. » La panique dans sa voix était réelle. Son partenaire, intégré au gang, avait manqué ses 2 derniers contrôles. Ils étaient tous éventés et les trafiquants se démenaient pour faire le ménage. L'esprit de Thessaly imaginait des scénarios tactiques. 13 filles cachées au Ranch Garrison, au moins 15 membres des Devil's Prophets, un nombre inconnu de gardes supplémentaires, et maintenant Reeves coordonnant l'opération de l'intérieur. Les probabilités étaient infimes, mais les Navy SEAL étaient spécialisés dans l'impossible. Elle prit une décision qui sauverait ses filles ou tuerait tout le monde. Elles agiraient en premier, sans renfort, sans autorisation. Miguel n'hésita pas une seconde lorsqu'elle le lui annonça. « J'attends cette chance depuis 14 mois, dit-il en vérifiant les munitions d'un Beretta M9 qu'il avait caché dans son camion. Si ma Lucia est là... » Il ne termina pas sa phrase, mais Thessaly comprit. L'espoir était une chose dangereuse pour un père en deuil. Amélie était plus difficile à convaincre. Sa formation exigeait qu'elle suive le protocole et attende des renforts. Mais lorsque Thessaly lui montra les photos de l'ordinateur de Dolores, dont une du partenaire d'Amélie ligotée et bâillonnée dans ce qui ressemblait à un entrepôt, la détermination de la Canadienne se renforça. « D'accord, dit-elle en passant au français. On fait ça, mais on le fait intelligemment. J'ai des grenades assourdissantes et des fumigènes dans ma voiture, ainsi qu'un téléphone satellite pour une évacuation d'urgence. » À 18 heures, alors que le soleil teintait le ciel texan d'orange sang, Thessaly, debout dans sa chambre de motel, se débarrassait de Teresa Moreau comme un serpent mu. Elle sortit le sac de survie qu'elle avait caché dans la bouche d'aération, récupérant son équipement tactique, ses vraies armes et, surtout, son trident de Navy SEAL. Elle l'épingla à l'intérieur de son gilet, sur son cœur, là où il devait être. Dans le miroir, le sous-officier de première classe Thessaly Dumont la fixait, sa douce façade de serveuse remplacée par celle de la guerrière ayant survécu à 37 missions de combat. Elle appliqua de la peinture de camouflage avec une précision experte, chaque bande étant un rituel de transformation. Ce soir-là, elle ne se cachait plus. Ce soir-là, elle les chassait. Le Ranch Garrison se trouvait à 25 km au nord du restaurant, s'étendant sur 150 hectares de broussailles et de crotales. Thessaly, Miguel et Amélie s'approchaient par 3 voies différentes, communiquant grâce à des radios cryptées qu'Amélie avait dissimulées dans son véhicule. La maison principale était plongée dans l'obscurité, mais l'imagerie thermique de Thessaly montrait 2 gardes patrouillant le périmètre. L'abri anti-tempête décrit par Evelyn se trouvait derrière la grange, son entrée dissimulée par une tôle rouillée. Tandis qu'il se positionnait, l'oreillette de Thessaly grésilla. 7 véhicules arrivent vers le sud, c'est toute la bande, plus ce connard, plus 3 fourgonnettes. Il ne se contentait pas de déplacer les filles, il les déplaçait maintenant. Le temps venait de passer des heures aux minutes. Thessaly lança l'appel qui allait définir le reste de sa vie. « On y va fort. Miguel, prends l'abri. Amélie, désactive leurs véhicules.
Je m'occupe de la fête de bienvenue. Le premier coup de feu retentit à 20h47, le Sig Sauer P226 de Thessalie, équipé d'un silencieux, larguant le garde du périmètre nord avant qu'il ne puisse donner l'alerte. Elle avançait dans l'obscurité comme une mort certaine. 14 années d'entraînement aux opérations spéciales, la transformant en quelque chose de plus qu'humain. Le deuxième garde s'écroula 30 secondes plus tard, l'artère carotide comprimée jusqu'à l'inconscience. Elle avait besoin de lui vivant pour obtenir des renseignements. Miguel avait atteint l'abri anti-tempête, coupant la chaîne avec une pince coupante, tandis qu'Amélie détruisait systématiquement les moteurs de chaque véhicule avec des charges thermiques improvisées à base de magnésium et de rouille. Pendant 90 secondes, ils dominèrent la nuit. Puis la voix de Razor rugit dans le camp. C'est une putain d'embuscade. Tuez-les tous! La fusillade qui suivit serait plus tard décrite par les Texas Rangers comme les 30 minutes les plus sanglantes de l'histoire moderne de l'État. Thessalie prit position derrière un abreuvoir en béton, tandis que des tirs d'armes automatiques fusaient depuis la maison principale. Elle compta les éclairs de bouche. 6 tireurs, peut-être 7. Son esprit tactique analysa les angles, les couvertures, le nombre de munitions. Elle avait 4 chargeurs, 60 cartouches au total, plus son couteau cabard et un entraînement qui transformait son corps en arme. La voix de Miguel grésillait dans la radio. Je les tiens. 13 filles, toutes vivantes, mais, mon Dieu, Thessalie, elles sont dans un sale état. Shane, drogue. Malucia, elle est là, mais à peine consciente. La rage du père était palpable dans sa voix. Amélie rapporta. Véhicule est en panne, mais on a de la compagnie. 3 autres camions arrivant de l'Est. On dirait que les acheteurs arrivent tôt. La situation s'aggravait, mais Thessalie avait connu pire. Afghanistan, 2015, encerclée par les talibans, elle s'était battue pour s'en sortir, elle le ferait maintenant. Elle changeait de position de couverture, chaque déplacement la rapprochant de la maison. Ses tirs étaient économiques et précis, centrés, menaçants d'abord. Snake tomba en tentant de contourner la position d'Amélie. Diesel reçut 2 balles à travers une fenêtre devant laquelle il s'était bêtement posté. Tank se montra plus coriace, son gilet pare-balles absorbant ses premiers tirs avant qu'elle n'ajuste sa visée et ne lui transperce la gorge. La bande était dangereuse mais indisciplinée, habituée à intimider les civils et non à affronter un opérateur entraîné. Mais elle le vit alors, le commandant Reeves, sortir de la maison avec un gilet tactique et une carabine M4. Il se déplaçait tel qu'il était, un ancien de la Delta Force, son égal en entraînement, sinon en droiture. « Reculez, Dumont !» cria-t-il. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. »« Je comprends bien, » répondit-elle en tirant 2 balles dans le mur à quelques centimètres de sa tête, le forçant à reculer. 13 filles enchaînées, c'est tout ce que j'ai besoin de comprendre. Sa radio grésilla. Miguel avait besoin d'aide. Certaines ne pouvaient plus marcher, des mois de captivité les ayant affaiblies au-delà de toute mesure. Amélie était clouée au sol par les tirs des véhicules nouvellement arrivés. Thessalie prit une décision stratégique. Elle sortit les grenades fumigènes de son gilet et les lança de manière à masquer l'enceinte. Sous le couvert de la fumée, elle courut vers l'abri, tirant pour étouffer les flammes. Elle trouva Miguel essayant de porter 2 filles à la fois, le visage ruisselant de larmes tandis qu'il tenait sa fille. Les autres filles étaient serrées les unes contre les autres, certaines à peine âgées de 12 ans, toutes arborant le regard creux d'un traumatisme qui mettrait des années à guérir. « Amenez-les à la grange », ordonna Thessalie en prenant la relève. Elle entendait les sirènes au loin. Quelqu'un avait appelé le 911, probablement les coups de feu qui résonnaient à travers le paysage désertique du Texas. Mais les sirènes n'étaient plus qu'à quelques minutes, et l'équipe de Razor se regroupait. À travers la fumée, elle le vit. Razor lui-même, le sang coulant d'une blessure à l'épaule, mais bien vivant et furieux. Il tenait une grenade, déjà dégoupillée. « Tout le monde meurt », rugit-il, le bras levé pour la lancer. Le temps ralentit, tandis que l'entraînement de Thessalie prenait le dessus. La distance était de 30 mètres, trop loin pour un tir précis dans la fumée, mais suffisamment près pour ce qu'elle devait faire. Elle lâcha son fusil et fonça droit sur lui, le genre de charge suicidaire qui aurait fait la fierté de ses instructeurs SEAL. Les yeux de Razor s'écarquillèrent de stupeur lorsqu'elle parcourut la distance en 3 secondes,
le frappant avec suffisamment de force pour les projeter tous deux au sol. La grenade lui échappa des mains et atterrit quelque part dans l'obscurité. L'explosion, lorsqu'elle s'est produite, était suffisamment éloignée pour les asperger de terre au lieu d'éclats d'obus. Razor pesait 50 kilos de plus que Thessaly, son physique de moteur forgé par des années de bagarres de bar et de cours de prison. Mais elle possédait quelque chose qu'il n'avait pas. Une technique affinée dans les maisons de la mort de Virginia Beach, testée dans les montagnes afghanes. Alors qu'il se débattait dans la poussière, elle sentit ses mains se porter à sa gorge, le geste prévisible de quelqu'un habitué à écraser ses adversaires par sa taille. Elle le laissa croire qu'il gagnait pendant exactement 2 secondes, puis lui enfonça son genou dans le foie tout en frappant simultanément le nerf brachial de son épaule. Son bras gauche s'engourdit temporairement, et elle profita de l'ouverture pour inverser les positions, se retrouvant sur le dos, le bras autour de sa gorge, dans un étranglement arrière. Il se débattit comme un taureau, mais elle tint bon avec la patience de quelqu'un qui avait autrefois étranglé un commandant taliban sous un tir de mortier. « Où sont les autres ?» lui siffla-t-elle à l'oreille tandis qu'il commençait à s'estomper. « Où gardez-vous les archives ?» Mais avant qu'il puisse répondre, s'il avait répondu, un coup de feu retentit dans la nuit. La balle toucha Thessaly à l'épaule, la faisant basculer de Razor et s'écraser sur le sol. Le commandant Reeves se tenait à 6 mètres de distance, son M4 braqué sur elle. « J'ai essayé de vous prévenir, dit-il d'une voix sincèrement désolée. Cette opération est plus importante que la disparition de quelques jeunes filles. La sécurité nationale est en jeu. » Malgré la douleur, Thessaly rit, amèrement, durement. « La sécurité nationale? Vous vendez des enfants. » Reeves secoua la tête. « Nous traquons le financement du terrorisme. Ces filles, elles sont les malheureuses victimes collatérales de l'identification d'un réseau qui prépare des attentats sur le sol américain. Nous menons cette opération depuis 3 ans et vous venez de tout détruire. » Cette révélation aurait dû la faire hésiter, douter d'elle-même. Au lieu de cela, elle l'emplit d'une fureur glaciale. « Dommages collatéraux, répéta-t-elle en sortant son Glock de secours de son holster de cheville, malgré la douleur brûlante dans son épaule. C'est comme ça qu'on appelle 13 filles enchaînées. Elle voyait Miguel et d'Amélie dans sa vision périphérique, les conduisant vers un camion qu'elles avaient réussi à démarrer. Parfait. Qu'elle s'échappe pendant qu'elle captait l'attention de Reeves. « Tu portais l'uniforme, poursuivit-elle, debout malgré le sang qui maculait sa chemise. Tu as prêté le même serment que moi. Comment peux-tu regarder ces filles et accepter des pertes? » L'âme de Reeves ne vacilla pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux. « Parce que j'ai vu ce qui arrive quand on ne fait pas de choix difficiles. Oklahoma City, le 11 septembre, Boston, tout ça parce qu'on n'a pas fait le nécessaire quand on en avait l'occasion. Et c'est nécessaire? » Thessaly fit un geste vers le refuge où les filles étaient enfermées. « Laissez des monstres comme Razor opérer librement. Combien de filles ont disparu pendant que vous traquiez ce réseau? 50? 100? » Elle vit son doigt se crisper sur la détente et comprit qu'il ne lui restait que quelques secondes, mais une autre voix trancha la nuit. « Lâchez votre arme, commandant. » Amélie se tenait derrière Reeves, son arme de service pressée contre son crâne. « Gendarmerie royale du Canada. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un trafic d'êtres humains. » L'instant était tendu comme une corde à piano. 3 agents entraînés, 3 armes et 13 jeunes vies en jeu. Le bruit des hélicoptères qui approchaient rompit l'impasse. Pas des hélicoptères de police, mais des militaires. Des Black Hawks, jugés par le bruit caractéristique du retour. Reeves sourit froidement. Mes renforts, une équipe de nettoyage de la CIA. Tout le monde disparaît, les filles sont placées sous protection des témoins et la véritable opération continue. Mais Thessaly lui rendit son sourire, l'air féroce malgré la douleur. « Ce ne sont pas vos hélicoptères, commandant. » Elle sortit un téléphone satellite de sa main valide, celui qu'elle avait activé pendant le combat. « J'ai demandé une faveur. L'équipe SEAL 6 me doit beaucoup. » L'expression de choc sur le visage de Reeves valait bien la blessure par balle. En quelques secondes, le complexe fut inondé de lumière tandis que les hélicoptères tournoyaient. Des câbles rapides se déployèrent et des opérateurs en tenue tactique complète descendirent tels des anges vengeurs. La voix qui parvint dans le haut-parleur était familière, celle du capitaine Sarah Chen, l'ancienne coéquipière de Thessaly.
Ici la marine américaine. Tout le monde, lâchez vos armes. Les 6 heures suivantes s'écoulèrent dans un chaos contrôlé. Des infirmières de la marine soignèrent l'épaule de Thessaly tandis que des agents du FBI, les vrais cette fois, examinaient la scène. 13 jeunes filles furent héliportées vers un centre médical sécurisé, Miguel refusant de quitter sa fille malgré les interrogatoires des agents fédéraux. Razor et les membres survivants de son gang furent arrêtés, mais Reeves avait disparu dans la confusion, s'évanouissant tel le fantôme qu'il avait été entraîné à devenir. Amélie se concerta avec ses supérieurs de la GRC, sa documentation minutieuse accumulée au fil des semaines, fournissant des preuves cruciales. Mais ce fut ce qu'ils découvrirent dans le compartiment secret de l'abri anti-tempête qui changea tout. Des registres, des disques durs et des photographies documentant non seulement cette opération, mais un réseau couvrant 12 États et 3 pays. Les prophètes du diable n'étaient pas que des trafiquants. Ils fournissaient quelque chose de bien plus sombre. À l'aube du 2 mars, Thessaly était assise dans un lit d'hôpital à Amarillo, le bras en écharpe, mais l'esprit s'emballait. L'agent Diana Sterling, de la cellule de lutte contre la traite des êtres humains du FBI, était assise en face d'elle, lisant sur une tablette avec une incrédulité croissante. D'après ses documents, plus de 300 filles ont été transférées par ce réseau ces 5 dernières années. Certaines n'avaient que 10 ans. Elle leva vers Thessaly un regard hanté. Comment avons-nous pu passer à côté de ça? Thessaly connaissait la réponse car des gens comme Reeves l'avaient activement caché, sacrifiant des enfants pour ce qu'ils considéraient comme le bien commun. Mais il y avait plus. Les photos inclusaient des images d'acheteurs et plusieurs visages étaient étrangement familiers. Un député du Nevada, un juge de l'Arizona, un responsable du Pentagone qu'elle avait un jour briefé. Le réseau n'était pas seulement criminel, il était institutionnel. Miguel apparut sur le seuil de sa porte cet après-midi-là, comme s'il avait vieilli de 10 ans en une nuit. « Lucia est réveillée », dit-il d'une voix brisée. « Elle réclame l'ange qui l'a sauvée. C'est comme ça qu'elle t'appelait. Un ange. » Thessaly sentit des larmes qu'elle ne s'était pas permises depuis des années. « Je ne suis pas un ange, Miguel. Je suis juste quelqu'un qui ne pouvait plus rester les bras croisés. » Il s'assit au bord de son lit, cet ancien cuisinier militaire coriace qui avait tout abandonné pour retrouver sa fille. « J'étais dans la force Recon, admit-il doucement. Marines de 2003 à 2015, 3 missions en Irak, 2 en Afghanistan. Je suis rentré et j'ai appris que ma femme était morte d'un cancer et que Lucia était tout ce qui me restait. Quand elle a disparu. » Sa voix s'éteignit, mais Thessaly comprit. La mission devient primordiale lorsqu'elle est personnelle. Ce soir-là, Amélie apporta des nouvelles inquiétantes. 3 des acheteurs que nous suivions ont disparu. Des jets privés ont quitté le pays ce matin. Immunité diplomatique. L'officier canadien semblait épuisé, mais déterminé. Mon gouvernement veut que je retourne à Ottawa immédiatement, mais je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas retrouvé Reeves. Il a des informations sur des opérations au Canada, des filles qui pourraient être encore en vie. Elle montra à Thessaly une photo du téléphone de son partenaire, prise juste avant sa capture. On y voyait un entrepôt à Houston avec des conteneurs destinés au transport international. Mon partenaire y a suivi 3 cargaisons avant de disparaître. Si Reeves dirigeait la partie américaine, Thessaly conclut sa pensée, alors quelqu'un d'autre dirige la partie internationale. Le Berger n'est pas une seule personne, c'est un consortium. Cette révélation bouleversa tout. Il ne s'agissait pas seulement du commandant Reeves devenu incontrôlable. Il s'agissait d'une opération systématique qui avait corrompu plusieurs agences dans plusieurs pays. Alors que Thessaly digère la nouvelle, son téléphone satellite sonna. Le numéro était bloqué, mais elle reconnut immédiatement la voix. Celle du Major Chen. « Dumont, nous avons un problème. Reeves vient d'arriver à Langley avec une équipe d'avocats prétendant diriger une opération secrète autorisée. Il dit que c'est vous qui êtes devenu incontrôlable, que vous avez ruiné 3 ans de travail antiterroriste. » Thessaly sentit les murs se refermer sur elle. Dans le monde du renseignement, la vérité était négociable, et Reeves avait des décennies de relations. « Sarah, tu me connais, tu sais que je ne... » Chen l'interrompit. « Je sais, c'est pour ça que j'appelle. Tu as 48 heures avant qu'il ne lance l'avis de cessation d'activité. Quels que soient les éléments de preuve que tu possèdes, quelle que soit ta stratégie, fais-le maintenant. Contre l'avis médical et les ordres fédéraux de maintien en détention préventive,
Thessaly a quitté l'hôpital à 3 heures du matin le 3 mars. Miguel et Amélie attendaient dans une camionnette volée, techniquement empruntée, insistait Miguel, puisqu'il avait laissé une reconnaissance de dette. Ils ont roulé toute la nuit vers Houston, trois alliés improbables liés par une mission devenue plus grande qu'ils ne l'avaient imaginée. L'épaule de Thessaly hurlait à chaque cahote, mais elle avait opéré avec des blessures plus graves. En Syrie, elle avait terminé une mission avec 2 côtes voilées et un poumon perforé. La douleur n'était qu'une information, et à cet instant précis, elle lui disait qu'elle était toujours en vie et qu'elle se battait toujours. Amélie travaillait sur son ordinateur portable à l'arrière, piratant des manifestes d'expédition avec des compétences suggérant que sa formation à la GRC avait inclus des cours non conventionnels. Le port de Houston s'étendait sur des kilomètres, un labyrinthe de conteneurs, de grues et d'entrepôts qui transportaient des milliards de marchandises chaque année. Trouver des conteneurs précis sans accès officiel serait comme chercher des aiguilles dans un champ de foin. Mais Thessaly possédait un atout que Reeves ignorait. Le sous-officier Marcus Webb, désormais affecté à la sécurité portuaire après une libération pour raisons médicales. Il avait fait partie de son équipe en Afghanistan et l'avait surveillé pendant 13 échanges de tirs. Lorsqu'elle l'appela, il n'hésita pas. Quai 47, dit-il en les retrouvant dans un café servant des dockers. 3 conteneurs sont arrivés hier d'Amarillo, marqués comme matériel agricole. Mais le poids est inadapté, trop léger pour des machines, et les modifications de ventilation sont inadaptées aux tracteurs. Il leur glissa des badges d'accès temporaire. Vous avez environ 1 heure avant le changement d'équipe. Quoi que vous fassiez, faites vite. Ils trouvèrent les conteneurs dans une zone interdite du port, entourée de caméras de sécurité qu'Amélie avait déjà interceptées. Miguel força le cadenas tandis que Thessaly montait la garde, son bras valide tenant fermement son Glock. L'odeur les frappa en premier. Déchets humains, peur, désespoir. À l'intérieur du premier conteneur, ils les trouvèrent 17 filles, âgées de 14 à 19 ans, droguées et enchaînées au mur. Certaines étaient insuffisamment conscientes pour pleurer à l'arrivée des secours. D'autres étaient trop mal en point, perdues dans l'enfer pharmaceutique que leur ravisseur avait créé. Thessaly appela son contact au FBI, mais même lorsque les secours arrivèrent, elle savait qu'il ne s'agissait que d'une seule cargaison. Combien d'autres avaient déjà quitté le port? Combien étaient en transit en ce moment? Le deuxième conteneur contenait des documents qui clarifiaient tout. Les itinéraires maritimes vers l'Europe de l'Est, l'Asie, le Moyen-Orient. Des relevés de paiement en crypto-monnaie qu'Amélie commença immédiatement à retracer. Et des photos, des centaines, cataloguant l'inventaire comme du bétail. Mais c'est le troisième conteneur qui porta le coup décisif. Reeves lui-même était là, avec 4 autres hommes en costume, examinant une mallette remplie d'argent liquide. Ils étaient tombés dans leur propre piège en arrivant pour percevoir le paiement de cette cargaison. L'échange de tirs fut bref mais violent. Reeves se déplaçait avec la précision de la Delta Force, mais il était en infériorité numérique et débordé. Thessaly lui logea 2 balles dans le gilet, le faisant tomber, tandis que Miguel et Amélie s'occupaient de ses associés. Le goût de la victoire était amer. Ces hommes en costume n'étaient pas des criminels, mais des agents de la CIA, l'équipe de Reeves qui avait profité de l'opération. Tandis que les sirènes de police hurlaient au loin, Reeves gisait au sol, la poitrine haletante sous son gilet endommagé. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait », haleta-t-il. « Les informations que nous recueillions, les réseaux terroristes que nous cartographions, tout cela détruit pourquoi? 30 filles qui allaient probablement finir à la rue de toute façon. » Thessaly s'agenouilla près de lui, la voix glaciale. « Chaque vie compte, commandant. C'est ce qui nous distingue d'eux. » Elle lui attacha les mains avec des liens, puis remarqua que le téléphone dans sa poche enregistrait. Il avait tout documenté, probablement pour se protéger. Elle le prit, sachant que cela le condamnerait ou le protégerait selon qui le consulterait en premier. Mais elle avait son propre enregistrement, sa propre assurance, chaque conversation depuis qu'elle avait découvert sa trahison, téléchargée sur un serveur sécurisé contrôlé par Sarah Chen. Le 5 mars, l'affaire avait fait le tour de toutes les grandes chaînes d'information. Une Navy SEAL dénonce un réseau de trafic impliquant des agents de la CIA, titrant les journaux. Thessaly observait, depuis une maison sécurisée, les journalistes campés devant l'hôpital où les jeunes filles secourues étaient soignées,
devant le bâtiment fédéral où Reeves était détenu, devant son propre appartement de Virginia Beach qu'elle n'avait pas vu depuis 8 mois. Sa photo était partout. Non pas celle de Theresa Moreau, adoucie, mais celle de l'adjudant-chef Thessaly Dumont, un uniforme bleu, sa Silver Star bien visible. Le Pentagone était en mode contrôle des dégâts, la CIA menait des enquêtes internes et 13 familles retrouvaient leurs filles qu'elles croyaient perdues à jamais. Mais pour chaque jeune fille sauvée, Thessaly savait qu'il en restait des dizaines d'autres. L'appareil politique s'est mobilisé pour se protéger. Les avocats de Reeves ont invoqué un piège et insisté sur le fait que leur client était un patriote ayant fait des choix difficiles au service de son pays. Des documents classifiés ont soudainement fait leur apparition, suggérant que le réseau de trafiquants était bel et bien lié au financement du terrorisme, même si les liens semblaient opportunément vagues. 3 membres du Congrès ont demandé des enquêtes, bien que Thessaly ait souligné qu'ils étaient différents de ceux apparaissant sur les photos de l'acheteur. Amélie était rentrée au Canada pour témoigner devant le Parlement, son témoignage ayant déclenché des perquisitions à Vancouver, Montréal et Toronto. Miguel avait disparu avec Lucia, ne laissant qu'un mot. « Je ramène ma fille à la maison pour qu'elle guérisse. Le reste vous appartient. » Thessaly ne le lui reprochait pas. Il avait trouvé ce qu'il était venu chercher. Le 10 mars, le capitaine Chen arriva à la planque avec des nouvelles. La marine vous propose un marché, réintégration complète, promotion au grade de premier maître, choix de l'affectation. Il vous suffit de signer un accord de confidentialité et de laisser l'enquête officielle suivre son cours. C'était une bonne offre, un retour à la vie qu'elle avait connue, à la fraternité qui lui manquait. Mais Thessaly en avait trop vu, en savait trop. « Et Reeves ?» demanda-t-elle. Le silence de Chen lui suffisait. Il serait libéré, perdrait peut-être sa pension, mais il ne verrait jamais la prison. Les parents de 300 filles disparues n'obtiendraient en jamais justice. « Je dois témoigner, » dit Thessaly. « Publiquement, au Congrès, aux médias, à qui veut l'entendre. » Chen hocha la tête, s'attendant à cela. « Alors, vous êtes seul. La marine ne peut pas protéger un lanceur d'alerte, pas face à une telle opposition. » Les menaces de mort ont immédiatement commencé. Des menaces professionnelles, pas les habituelles bravades sur Internet. Thessaly a trouvé une balle sur son oreiller dans la planque, censée être secrète. Les freins de sa voiture ont été sectionnés alors qu'elle était garée dans un parking fédéral. Le point laser d'un sniper est apparu sur sa poitrine alors qu'elle allait prendre un café, disparaissant avant que son équipe de sécurité ne puisse réagir. Quelqu'un voulait la faire taire, et on était prêt à tuer un Navy SEAL décoré pour y parvenir. Mais Thessaly avait survécu à pire. Elle avait été traquée par des combattantes talibans dans des montagnes où chaque rocher pouvait cacher la mort. Elle avait été piégée sous l'eau lors d'un exercice sous-marin qui avait mal tourné, retenant sa respiration pendant 4 minutes en s'efforçant de libérer ses coéquipiers. La peur n'était qu'un ennemi de plus à vaincre. Le 15 mars, elle témoigna devant une sous-commission sénatoriale à huis clos, exposant tout ce dont elle avait été témoin, chaque élément de preuve recueilli. Les sénateurs écoutèrent avec des expressions oscillant entre l'horreur, le scepticisme et une neutralité soigneusement pratiquée. Un sénateur, ancien marine, posa la question cruciale. « Maître Dumont, insinuez-vous que des éléments de notre communauté du renseignement facilitent activement le trafic d'êtres humains? » Thessaly le regarda fixement. « Je ne le suggère pas, sénateur. Je le déclare comme un fait. J'ai des enregistrements, des documents et 17 jeunes filles en convalescence dans des hôpitaux de Houston comme preuve. » Une discussion animée éclata dans la salle, mais elle remarqua que plusieurs sénateurs restaient silencieux, le visage impassible. Plus tard, elle apprendrait que 2 d'entre eux avaient reçu d'importantes contributions de campagne de la part d'entreprises militaires privées liées au réseau de Reeves. Le coup frappé à la porte de sa chambre de motel à 2 heures du matin, le 17 mars, aurait dû la tuer. Thessaly ouvrit, son Glock dégainé, sécurité désactivée, prête à livrer son dernier combat. Au lieu de cela, elle trouva Evelyn Cartwright, la jeune fille de 16 ans qui s'était échappée et cachée au restaurant. Derrière elle se tenaient 3 autres jeunes filles de l'équipe de secours, toutes armées, toutes dangereuses comme seuls les survivants ne peuvent l'être. « On est votre nouvelle équipe de sécurité », dit Evelyn avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je me suis dit que vous auriez besoin de renfort de personnes qui s'en soucient vraiment. » Il s'avéra que les filles s'étaient organisées,
avaient mis en commun les ressources de donateurs compatissants, avaient appris à se battre grâce à des vidéos YouTube et à un marine à la retraite qui avait perdu sa propre fille. Elles se baptisèrent le projet phare, des guides pour sortir les autres de l'obscurité. Au cours des 3 jours suivants, Thessalie les entraîna comme il se doit. Non pas à devenir des soldats, ils avaient déjà vu suffisamment de violence, mais à devenir des gardiens, à observer sans être observés, à identifier les menaces, à évacuer rapidement. Evelyn se révéla particulièrement douée, sa captivité lui ayant appris à déchiffrer les intentions des gens à partir de micro-expressions. Razor jouait à ce jeu, expliqua-t-elle lors d'un exercice de surveillance. Il blessait l'un de nous et voyait qui craquerait en premier, qui supplierait pour les autres. On apprend à voir le moment qui précède la violence. C'était d'une sagesse déchirante venant d'une si jeune personne, mais aussi puissante. Ses filles avaient survécu à l'enfer. Elles pouvaient survivre à tout. La découverte est survenue d'une source inattendue. Dolores, la gérante du restaurant qui cataloguait les victimes, a contacté l'agent Sterling. Elle était prête à tout changer, à témoigner contre tout le réseau en échange d'une protection des témoins. « Je n'ai jamais voulu ça », a-t-elle déclaré lorsque Thessalie l'a rencontrée dans un centre de détention fédéral. Au début, c'était juste de la transmission d'informations, des centaines de dollars par-ci par-là, pour leur parler de filles vulnérables. Puis, ils ont eu de l'influence, ont su pour les dettes de drogue de mon fils et ont menacé mes petits-enfants. C'était une histoire familière. Le mal recrutait rarement des volontaires. Il les créait par la coercition et la peur. Mais Dolores avait conservé des dossiers, détaillés, cachés dans un coffre-fort à Lubbock. Nom, date, montant des paiements et surtout l'identité du Berger. Le nom frappa Thessalie comme un coup de massue. La directrice adjointe Patricia Vaughn, la femme la plus haut placée de la CIA, une personne qu'elle avait personnellement informée après les opérations en Syrie. Vaughn avait été le mentor de Reeves, avait accéléré sa carrière, l'avait placé à des postes où il pouvait identifier et exploiter les populations vulnérables sous couvert de sécurité nationale. L'ampleur du complot prit soudain tout son sens. Il ne s'agissait pas de la corruption du système, mais du système lui-même, ou du moins d'une partie cancéreuse de celui-ci qui s'était propagée dans plusieurs agences. Vaughan utilisait les trafics pour financer des opérations secrètes depuis 20 ans, justifiant cela comme un mal nécessaire pour protéger l'Amérique de menaces plus graves. Cette nuit-là, Thessalie prit une décision contraire à tous ses serments de SEAL. Elle divulgua tout à une journaliste, Samantha Chen, sans lien de parenté avec Sarah, qui enquêtait sur la corruption gouvernementale pour le Washington Post. Le déluge de données était colossal, documents, enregistrements, dossiers financiers, tout ce qu'elle avait rassemblé, plus ce que Dolores lui avait fourni. En quelques heures, le tout fit de la une des journaux du monde entier. Le directeur adjoint de la CIA lié à un réseau de trafic d'êtres humains dominait tous les médias. La photo de Vaughn, une femme d'une 60aine d'années qui ressemblait à une grand-mère, était juxtaposée aux images des conteneurs remplis de jeunes filles. La dissonance cognitive était puissante. Le mal n'était pas censé paraître aussi normal, aussi respectable. Patricia Vaughn ne s'est pas présentée. Le 20 mars, date initialement prévue pour le transfert des filles, elle a tenu une conférence de presse, entourée d'avocats et de sympathisants. Elle s'est présentée comme une patriote ayant fait des choix difficiles, ayant utilisé des réseaux criminels pour empêcher des attentats terroristes qui auraient fait des milliers de morts. Elle disposait de graphiques, de statistiques et avait déjoué des complots suffisamment dramatiques pour être des scénarios de films. L'adjudant-chef du monde est une héroïne, a-t-elle déclaré avec une sincérité éprouvée. Mais elle est naïve quant aux réalités du travail de renseignement. Chaque fil que nous avons suivi nous a conduit jusqu'à des fabricants de bombes, des cartels de la drogue qui alimentent le terrorisme, des réseaux qui planifient des attentats contre des écoles américaines. C'était une manipulation magistrale, transformant le trafic d'enfants en un problème de tramway. Sacrifier quelques-uns pour en sauver beaucoup. L'opinion publique était divisée. Certains réclamaient l'arrestation immédiate de Vaughn, d'autres saluaient son pragmatisme. Des talk-shows débattaient de l'éthique de ses actes, des philosophes se penchaient sur le relativisme moral, et pendant ce temps, d'autres filles disparaissaient dans la nuit. Thessalie observait la scène depuis sa cachette,
sentant le récit s'éloigner de la simple vérité. Des enfants avaient été vendus et les responsables devaient être traduits en justice. Mais Amélie a appelé du Canada avec des renseignements qui ont tout changé. Nous avons trouvé des registres d'expédition remontant à 23 ans. Vaughan n'empêchait pas les attentats terroristes, elle les créait. Chaque complot déjoué correspondait à l'élimination d'un concurrent ou à une augmentation des financements. Elle a joué sur les deux tableaux, créant les menaces mêmes qu'elle a ensuite héroïquement arrêtées. Les preuves étaient complexes, mais accablantes. Vaughan avait fourni des renseignements à des cellules terroristes sur leurs concurrents, puis utilisé son réseau de trafic pour financer des opérations qui seraient découvertes juste à temps pour justifier des budgets plus importants, des pouvoirs plus étendus et moins de restrictions. C'était une machine à crise et à résolution en perpétuel mouvement, bâtie sur la souffrance d'innocents. Thessaly a collaboré avec Samantha Chen pour reconstituer la chronologie en recoupant les informations sur les filles envoyées et les incidents terroristes et en suivant les pistes financières menant aux banques suisses et aux portefeuilles de crypto-monnaies. Le schéma était clair. Vaughan était un profiteur de guerre qui avait découvert que la guerre la plus rentable était celle que l'on contrôlait des deux côtés. Le 25 mars, 5 jours après la conférence de presse de Vaughan, Thessaly a fait une chose qui a choqué tout le monde. Elle a défié le directeur adjoint à un débat public. Si Patricia Vaughan croit vraiment que ses actes étaient justifiés, qu'elle les défende face à quelqu'un qui en a vu les conséquences. Le défi est devenu viral en quelques heures, le hashtag #FaceTheSeal étant devenu une tendance mondiale. Vaughan ne pouvait refuser sans paraître lâche, mais accepter signifiait affronter quelqu'un qui avait vu les coulisses. Le débat était prévu le 30 mars à l'Université de Georgetown, modéré par un panel de journalistes et diffusé en direct devant une audience estimée à 50 millions de personnes. Ce serait un combat non pas d'armes, mais de mots, la vérité contre les manipulations, la réalité contre la rationalisation. Mais Vaughan avait encore une carte à jouer. Le 28 mars, Reeves s'évada d'une prison fédérale lors d'un transfert de prisonniers. La version officielle faisait état d'une embuscade tendue par des inconnus, mais les images de sécurité montraient les gardes s'éloignant simplement, laissant les portes déverrouillées. Il disparut dans le réseau de planques et de fausses identités que la CIA entretenait pour les agents en difficulté. La même nuit, Thessaly reçut un message. Ce débat est un piège. Ils vont te tuer en direct à la télévision et accuser les extrémistes. Reeves aurait pu essayer de l'aider, de la rendre paranoïaque ou de lui infliger une nouvelle ruse. Mais Thessaly avait fait face à des difficultés bien plus graves. Elle se demandait si elle devait continuer à vivre chaque jour depuis sa première mort en Afghanistan. La mort ne l'effrayait pas. Laisser le mal gagner, si. Le 30 mars, à Washington, le temps était gris et humide, le genre de temps qui pesait lourd. Thessaly arriva à l'Université de Georgetown dans un véhicule blindé fourni par le projet PHARE. Les filles avaient collecté des fonds auprès de sympathisants du monde entier, suffisamment pour engager des agents de sécurité professionnels. Elle portait son uniforme bleu, toutes les médailles gagnées au prix du sang et du sacrifice étaient exposées. Patricia Vaughan arriva dans un tailleur noir classique avec l'allure d'une fonctionnaire dévouée. L'auditorium était bondé de journalistes, d'étudiants, de survivants et de responsables politiques. Détecteurs de métaux à chaque entrée, sécurité visible et cachée, chacun conscient que la situation pouvait très vite mal tourner. Les modérateurs étaient assis à une table entre eux, 3 journalistes connus pour leur intégrité et leurs questions percutantes. La première question fut posée à Vaughan. Comment justifiez-vous le trafic de mineurs, quel qu'en soit le but? Sa réponse était polie, rodée. Je ne le justifie pas. J'ai utilisé des réseaux criminels existants pour recueillir des renseignements. Ces opérations auraient existé avec ou sans l'intervention du gouvernement. Nous nous sommes simplement immiscés pour minimiser les dégâts tout en maximisant la valeur des renseignements. C'était une habile diversion, présentant la CIA comme un participant réticent plutôt que comme un facilitateur actif. Mais Thessaly était prête. « Vous n'avez pas minimisé les dégâts !» rétorqua-t-elle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait vu la vérité de ses propres yeux. « Vous l'avez élargi. Les prophètes du diable sont passés d'un petit gang à une opération multi-État sous votre protection. Vous leur avez accordé l'immunité, les ressources et les cibles.
Le débat s'intensifia à mesure que chaque femme présentait des preuves. Vaughan disposait de documents classifiés, assainis pour protéger les sources, mais suggérant des attentats évités. Thessaly possédait des photos des jeunes filles, leur visage flouté mais leur souffrance évidente. Lorsque Vaughan affirma que 300 jeunes filles victimes de trafic avaient permis au service de renseignement d'empêcher une attaque nucléaire sur Los Angeles, Thessaly répondit par une simple question. Comment s'appelait-elle? Le silence qui suivit fut assourdissant. Vaughan l'ignorait, n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Pour elle, elles étaient des atouts, pas des personnes. Lucia Santos poursuivit Thessaly, énumérant tous les noms qu'elle avait mémorisés. Destiny Washington, Sophie Kim, Maria Gonzalez, chacune d'elles était la fille, la sœur, l'amie de quelqu'un, pas des statistiques dans vos jeux de guerre, des êtres humains. Le tournant est survenu lorsqu'un des modérateurs a posé une question sur l'argent. Directeur adjoint Vaughan, les documents financiers montrent que plus de 50 millions de dollars provenant de ces opérations ont été versés sur des comptes que vous contrôliez. Comment cela ne serait-il pas du profit? Le sang-froid de Vaughan s'est légèrement altéré. Les fonds de fonctionnement des opérations classifiées nécessitent de la flexibilité, mais Thessaly l'a interrompu avec un document fourni par Amélie. La flexibilité nécessaire pour acheter une villa au Caïman, pour financer la campagne politique de votre fils, pour investir dans des sociétés militaires privées qui ont profité des conflits que vous étiez censé empêcher. Le public a halté lorsqu'elle a montré les preuves sur des écrans répartis dans l'auditorium. Le récit soigneusement construit de Vaughan s'effondrait et tout le monde le voyait. Puis, les lumières s'éteignirent. Dans l'obscurité, Thessaly entendit le bruit caractéristique d'un pistolet silencieux et sentit la balle passer à quelques centimètres de sa tête. Son entraînement fit effet. Elle pivota sur la gauche, se mit à couvert derrière le podium et sortit le couteau en céramique dissimulé dans son uniforme. L'éclairage de secours s'alluma au bout de 3 secondes, révélant le chaos. 2 hommes armés dans le public, armes au poing. La sécurité intervenant, mais confuse dans la pénombre. Vaughan se faisait pousser vers la sortie par des hommes qui se déplaçaient comme des professionnels. Mais les filles du projet phare étaient prêtes. Evelyn s'était parfaitement positionnée et son taser abattit un tireur. L'autre se retrouva face au Major Chen et à 3 SEAL d'actifs venus soutenir leur sœur. La tentative d'assassinat dura moins de 30 secondes, mais fut retransmise en direct à 50 millions de téléspectateurs. La tentative d'assassinat ratée a détruit ce qui restait de crédibilité à Vaughan. Les hommes armés, une fois arrêtés, ont été identifiés comme des entrepreneurs militaires privés d'une entreprise avec laquelle Vaughan avait des liens financiers. Elle a prétendu ignorer la vérité, les a qualifiés de voyous agissant sans autorisation, mais plus personne ne la croyait. L'image de Thessaly, debout, calmement sous un éclairage de secours, le sang d'une blessure à la joue, mais disant toujours la vérité, est devenue emblématique. C'est ce qu'ils font quand les mots manquent, avait-elle déclaré aux caméras qui continuaient de tourner. La violence pour taire la vérité. Mais la vérité ne meurt pas avec une seule personne. Elle vit en chaque survivant, chaque témoin, chaque personne qui refuse de détourner le regard. En quelques heures, le parquet a annoncé les charges contre Vaughan, pas seulement pour trafic, mais aussi pour tentative de meurtre en direct à la télévision. Reeves s'est rendu 3 jours plus tard et est entré dans les locaux du FBI à Quantico avec son avocat. Il a affirmé s'être évadé pour rassembler des preuves contre Vaughan et avoir tenté de démanteler le réseau de l'intérieur depuis le début. C'était en partie vrai. Il a fourni des enregistrements de Vaughan ordonnant l'élimination de témoins, discutant des marges bénéficiaires du fret humain et planifiant la tentative d'assassinat. Mais Thessaly savait que ce n'était pas le cas. Reeves se sauvait en fournissant des preuves à charge pour éviter une peine de prison à vie. Pourtant, son témoignage était crucial. Il savait où les corps étaient enterrés, littéralement dans certains cas. Des fosses communes au Nouveau-Mexique contenant des filles mortes en transit. Des lieux de torture dans des bâtiments abandonnés. Un réseau de fonctionnaires corrompus couvrant 17 États. Le 15 avril 2019, les arrestations se comptaient par centaines. Policiers, juges, analystes de la CIA, entrepreneurs militaires et même 2 sénateurs furent inculpés. Le projet phare était passé de 4 filles à 400. Des survivantes aidaient d'autres survivantes à s'y retrouver dans le système judiciaire, assuraient la sécurité des témoins et collectaient des fonds pour la réinsertion.
Thessaly témoigna dans 17 procès différents au cours des 3 mois suivants, revivant l'horreur à chaque fois sans jamais faiblir. Miguel revint témoigner, sa fille Lucia à ses côtés, tous deux renforcés par leur survie. Amélie coordonna ses actions avec les autorités internationales, menant à des perquisitions dans 12 pays. Le réseau, qui semblait invincible, s'effondrait, une arrestation après l'autre. Mais la victoire avait un prix. Thessaly ne pouvait reprendre le service actif. Trop d'ennemis, trop de publicité. La marine lui offrit une retraite pour raisons médicales avec tous les honneurs, ce qu'elle accepta. Elle s'installa dans une petite ville du Montana, officiellement pour écrire un livre sur ses expériences. Officieusement, elle continua à chasser. Il y avait toujours plus de prédateurs, plus de réseaux, plus de filles à sauver. Elle forma les forces de l'ordre local aux techniques de reconnaissance, conseilla le FBI sur des affaires de trafic et disparut parfois plusieurs jours d'affilée lors de parties à la pêche qui coïncidaient d'une manière ou d'une autre avec la dénonciation de réseaux de trafiquants. La guerre n'était pas terminée, elle avait juste changé de champ de bataille. Le 4 juillet 2019, Thessaly reçut une visite inattendue. Sophie Mitchell, la fille de son coéquipier Phoenix, aujourd'hui âgée de 14 ans. Maman dit que tu as sauvé ses filles grâce à papa, dit Sophie en tenant une photo usée de son père en uniforme. Elle dit que tu portes les morts avec toi. Thessaly sentit des larmes qu'elle se permettait rarement. Nous toutes, répondit-elle en montrant à Sophie sa propre photo. Celle de l'équipe en Afghanistan. Chaque mission, chaque sauvetage, c'est pour eux. Et pour toi. Pour chaque enfant qui mérite de grandir en sécurité. Sophie la serra alors dans ses bras, cette adolescente qui avait perdu son père à la guerre embrassant la femme qui y avait survécu. À cet instant, Thessaly ressentit quelque chose qu'elle croyait perdu dans l'obscurité de sa mission, l'espoir. Octobre 2019 apporta des informations inquiétantes. Le réseau n'était pas mort, il avait évolué. De nouveaux acteurs avaient comblé le vide laissé par l'arrestation de Vaughn, tirant les leçons de ses erreurs. Ils étaient plus prudents, plus brutaux, et, pire encore, ils connaissaient les méthodes de Thessaly. 3 jeunes filles qui s'étaient échappées rapportèrent avoir vu des avis de recherche à son effigie chez leur ravisseur, des primes offertes pour sa localisation. Les chasseurs traquaient activement le chasseur. Thessaly aurait dû se cacher plus profondément. Mais ce n'était pas son genre. Au lieu de cela, elle rassembla une équipe issue d'une source des plus inattendues. Les parents d'enfants disparus jamais retrouvés. D'anciens militaires, des forces de l'ordre ou simplement des civils déterminés qui avaient tout perdu et n'avaient plus rien à perdre. Ils se sont baptisés la garde de nuit, opérant dans l'ombre, là où les forces de l'ordre officielles ne pouvaient ou ne voulaient pas aller. Il y avait Marcus Chen, un ancien béret vert dont la fille avait disparu 5 ans auparavant. Sarah Williams, médecin urgentiste qui avait arrêté la médecine après la disparition de sa sœur. James Crowfeather, un pisteur Lakota, dont la nièce avait été enlevée d'une réserve où personne ne semblait s'en soucier. Avec Thessaly, ils formèrent une unité qui évoluait dans les zones grises, financée par des donateurs anonymes, touchés par l'histoire du débat de Georgetown. Leur première opération eut lieu à Détroit, où ils sauvèrent 7 filles d'un entrepôt et laissèrent les trafiquants ligotés pour que la police les retrouve. Ni gloire ni reconnaissance, que des résultats. Mais le nouveau réseau avait appris à riposter. Le 15 novembre, ils s'attaquèrent au point faible de Thessaly, les survivants qu'elle avait sauvés. Evelyn Cartwright fut enlevée sur son campus universitaire, et en plein jour malgré les mesures de sécurité. Le message était clair. Arrêtez la traque ou nous les reprenons tous. La vidéo qu'ils envoyèrent montrait Evelyn ligotée mais provocante, avertissant Thessaly que c'était un piège, qu'il voulait qu'elle vienne. Bien sûr que c'en était un. Mais Thessaly en avait démasqué de nombreux, des 2 côtés. Les mis sur pied de la ronde de nuit et le projet phare, la précision militaire alliée à la détermination des survivants. Les renseignements provenaient d'une source inattendue. Patricia Vaughn, qui, depuis une prison fédérale, lui avait communiqué des informations qu'elle avait gardées secrètes. Ils sont dans le Colorado, dit-elle par l'intermédiaire de son avocat, dans un complexe de montagnes à 50 km d'Aspen. Considérez cela comme une courtoisie professionnelle d'un opérateur à l'autre. L'assaut sur le complexe du Colorado eut lieu le jour de Thanksgiving 2019, alors que les trafiquants pensaient que tout le monde serait distrait par des réunions de famille.
La garde de nuit arriva du nord, utilisant des compétences affinées en combat en montagne. Le projet phare créa des diversions, cyberattaques contre des systèmes de sécurité, faux rapports pour attirer des renforts potentiels. Thessaly s'infiltra seule par l'est, se déplaçant dans la neige et l'obscurité tel le fantôme qu'elle était devenue. Elle trouva Evelyn dans une cellule en sous-sol avec 11 autres filles, toutes récemment capturées. Mais Evelyn n'était pas brisée. Elle avait recueilli des renseignements, mémorisé les mouvements des gardes, se préparant au secours qu'elle savait devoir venir. Ça t'a pris du temps, dit-elle avec un sourire guerrier. L'échange de coups de feu fut bref mais décisif. Les trafiquants s'attendaient à des tactiques policières. Mandats, négociations, procédures. Ils se retrouvèrent face à une violence d'opération spéciale, rapide et écrasante. En 17 minutes, le complexe était sécurisé, les filles en sécurité et 15 trafiquants en garde à vue. Mais la chef s'échappa. Une femme se faisant appeler la fille du berger, qui avait repris l'opération de Vaughn. Elle laissa un mot à Thessaly. Tout s'arrêtera quand vous s'arrêterez. Chaque fille que nous prendrons sera sur vous. C'était une guerre psychologique, cherchant à rendre Thessaly responsable du mal commis par les autres. Mais elle portait en elle la culpabilité du survivant depuis l'Afghanistan. Un fardeau de plus ne la briserait pas. Au contraire, cela clarifiait la mission. Il ne s'agissait plus de rédemption, mais d'extinction. La destruction complète de leur réseau, quel qu'en soit le prix. En janvier 2020, Thessaly se trouvait à Mexico, suivant des pistes financières menant à des cartels associés au réseau de trafiquants. La position officielle du gouvernement était qu'elle n'était pas là, qu'aucun agent américain ne menait d'opération sur le sol mexicain. En réalité, 3 membres de la garde de nuit et une unité de la police fédérale mexicaine avaient perdu trop d'enfants pour se soucier de la juridiction. Ils traquaient un homme appelé El Pastor, le berger en espagnol, qui coordonnait les expéditions vers le nord. Il opérait depuis un complexe fortifié de Sinaloa que même les cartels évitaient, non par respect, mais par peur. El Pastor avait des relations partout, pouvait anéantir n'importe qui d'un simple coup de fil. Jusqu'à ce que Thessaly lui tire une balle dans le téléphone puis dans l'épaule, avant de le traîner devant les familles de ses victimes. Les renseignements fournis par El Pastor lors de son interrogatoire ont révélé la véritable ampleur du réseau. Il ne s'agissait pas seulement d'Amérique du Nord. Des routes traversaient l'Afrique, l'Europe de l'Est et l'Asie du Sud-Est. Le trafic finançait des ventes d'armes, le terrorisme et des campagnes politiques dans des dizaines de pays. Voss n'était pas à la tête du réseau. Elle en était cadre intermédiaire. Le véritable pouvoir provenait d'un consortium d'agences de renseignement, d'organisations criminelles et de grandes entreprises qui profitaient du chaos. Ils avaient un nom, le marché. Le trafic d'êtres humains n'était qu'une des nombreuses marchandises d'un catalogue d'horreurs comprenant armes, drogues et informations. Thessaly réalisa qu'elle avait mené une guerre sans comprendre le champ de bataille. Mais comprendre ne changeait rien à sa mission. Sauver qui on peut, arrêter qui on peut et ne jamais abandonner. Février apporta un allié inattendu. Le commandant Reeves, qui purgeait désormais une peine réduite dans un centre de sécurité minimale, demanda un rendez-vous. « Je sais où il conserve les archives, dit-il, l'air plus âgé, brisé par sa chute. Tout. Chaque transaction, chaque victime, chaque client des 30 dernières années, tout est au même endroit, protégé par des gens qui se croient intouchables. L'emplacement était choquant. Un centre de données en Suisse, territoire techniquement neutre, protégé par le droit bancaire international. Mais Reeves lui offrit bien plus que le lieu. « Je veux la rédemption, admit-il. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux peut-être contribuer à y mettre un terme. » Il lui donna les codes d'accès, les protocoles de sécurité, des informations privilégiées qui permettraient une infiltration. Thessaly ne lui pardonna pas, le pardon ne lui appartenait pas, mais elle accepta son aide. L'opération suisse nécessitait des ressources dépassant celles que la garde de nuit pouvait mobiliser. Thessaly a sollicité chaque contact, chaque faveur due à son service militaire. Le Major Chen a amené 3 SEALs en service actif qui ont pris congé pour apporter leur aide. Amélie est arrivée avec les forces spéciales canadiennes qui avaient perdu un coéquipier aux mains des trafiquants. Même Miguel est revenu, accompagné d'un équipage d'anciens Marines mexicains qui avaient combattu cette guerre chacun à leur manière. Le 1er mars 2020,
Thessaly avait réuni une force multinationale de 40 personnes opérant en dehors des circuits officiels. Ils l'ont baptisé Opération Phare et son objectif était simple: voler 30 années de données sur le trafic et les diffuser simultanément à tous les organismes d'application de la loi et médias du monde entier. L'infiltration s'est produite pendant une tempête de neige qui a cloué les avions au sol et rendu les routes impraticables. L'équipe de Thessaly a navigué par de multiples voies, certaines à travers les montagnes, d'autres par le réseau d'égouts de la ville. La sécurité du centre de données était sophistiquée, mais conçue pour les cybercriminels et les espions d'entreprise, et non pour les opérateurs militaires. En moins d'une heure, ils étaient à l'intérieur, téléchargeant des téraoctets de données, tout en repoussant les entreprises militaires privées qui gardaient le site. La fusillade a été intense, mais contenue. Les autorités suisses ont été informées qu'il s'agissait d'un exercice d'entraînement, faisant partie d'un tournage. Le temps que quiconque comprenne la vérité, l'équipe avait disparu dans la tempête, les données déjà téléchargées sur des serveurs du monde entier. Le 15 mars 2020, connu comme le jour de la révélation, a été révélé simultanément par la révélation des noms, des crimes et des liens de milliers de trafiquants. La publication des données a déclenché une cascade d'arrestations, de suicides et de disparitions qui ont fait la une des journaux pendant des mois. Des PDG ont démissionné dans la honte, des politiciens ont fui vers des pays non extraditionnels et des réseaux entiers de trafiquants se sont effondrés, leurs membres s'attaquant les uns aux autres pour obtenir l'immunité. Mais la révélation la plus choquante a été la liste des clients. Plus de 100 000 noms de personnes ayant acheté des êtres humains pendant 3 décennies. Des enseignants, des médecins, des membres du clergé, des personnes qui avaient mené une vie normale tout en participant à des actes de malveillance absolue. Le tissu social de dizaines de communautés s'est déchiré lorsque leurs voisins ont découvert les monstres qui les hantent. Thessaly, depuis le Montana, observait le monde peinant à saisir l'ampleur de l'horreur qui avait été dissimulée au grand jour. Mais le marché ne s'est pas éteint en silence. Le 1er avril 2020, une date choisie pour son ironie, il a lancé sa contre-attaque. Non pas par la violence, mais par la guerre de l'information. Des vidéos deepfake ont fait leur apparition, montrant Thessaly et d'autres membres de la garde de nuit commettant des atrocités. Des documents fabriqués suggéraient que l'opération Phare était en réalité une opération des services de renseignement russes. Des robots des réseaux sociaux ont propagé des théories du complot selon lesquelles les révélations sur le trafic dissimulaient quelque chose de pire. Cette désinformation magistrale a semé le doute, semant suffisamment le doute pour empêcher certaines poursuites et amener certains à remettre en question la réalité. Thessaly s'est retrouvé à défendre ses actes devant les tribunaux, les médias et l'opinion publique. La vérité était de son côté, mais à l'ère de l'information, la vérité n'était qu'un récit parmi d'autres. Les attaques personnelles étaient pires. Des photos du service militaire de Thessaly furent retouchées pour la faire paraître instable, violente et indigne de confiance. Ils trouvèrent un cousin atteint de troubles mentaux et l'utilisèrent pour insinuer que la folie était présente dans sa famille. Ils créèrent même de faux mémoires prétendument écrites par elle, remplies d'aveux de crimes de guerre et de problèmes psychologiques. Pour quelqu'un qui avait passé sa vie dans l'ombre, être sous les projecteurs était une torture. Mais les survivants la soutinrent. Chaque fille qu'elle avait sauvée, chaque famille réunie, ils racontèrent leur histoire, noyant les mensonges dans la vérité vécue. Evelyn Cartwright, aujourd'hui étudiante en droit, devint sa porte-parole officieuse, utilisant les réseaux sociaux pour contrer chaque faux récit par des faits. En juillet 2020, le marché perdait membres et argent. Leurs circuits de trafic furent incendiés, leurs planques perquisitionnés, leurs réseaux financiers gelés. Mais il leur restait une dernière carte à jouer, la destruction mutuelle assurée. Ils menacèrent de divulguer des dossiers de renseignement qui embarrasseraient tous les grands gouvernements et révéleraient tous les accords douteux conclus au nom de la sécurité nationale. C'était une bombe suicide faite d'informations, destinée à détruire l'ordre international tout entier s'ils ne survivaient pas. Plusieurs gouvernements suggérèrent discrètement à Thessaly et à son équipe de faire marche arrière, de laisser dormir les esprits. Mais Thessaly n'avait jamais été douée pour suivre les suggestions. Elle rassembla la garde de nuit pour ce qu'elle déclara être leur mission ultime: trouver et éliminer les dirigeants du marché avant qu'ils ne puissent déclencher leur bombe informationnelle.
La traque les mena à Dubaï, où le conseil d'administration du marché, composé de 5 membres, se réunissait pour décider de la divulgation des fichiers. L'équipe de Thessalie disposait de 72 heures pour les retrouver et les arrêter. La ville était une forteresse de richesse et de sécurité, où l'argent pouvait acheter invisibilité et protection. Mais Thessalie avait appris que chacun avait une faiblesse, et celle du marché était son arrogance. Ils se croyaient intouchables dans leur forteresse en Attique, protégés par la meilleure sécurité possible. C'était sans compter sur Lucia Santos, la fille de Miguel, qui avait appris à pirater pendant sa convalescence et pouvait faire en sorte que les caméras de sécurité voient tout ce qu'elle voulait. Ni sur la capacité de Marcus Chen à retourner ses propres mercenaires en leur promettant l'immunité, ni sur la volonté de Thessalie de tout faire pour mettre fin à cette guerre. L'assaut contre le penthouse de Dubaï a eu lieu à 3 heures du matin le 20 juillet 2020. Thessalie menait la danse, descendant en rappel d'un hélicoptère dans un vent qui aurait dû rendre l'approche impossible. La garde de nuit arrivait de toutes parts, du parking, des cages d'ascenseurs et même de la piscine reliée au réseau d'eau de l'immeuble. La sécurité du marché a réagi avec une efficacité professionnelle, mais elle défendait des positions fixes contre des agents qui avaient appris à se battre dans le chaos irakien et afghan. La bataille faisait rage sur 40 étages d'appartements et de bureaux de luxe, les vues à 1 million de dollars devenant des positions de tireurs d'élite, les halls de marbre des zones de mort. Thessalie trouva le tableau du marché dans leur salle de panique, un espace fortifié capable de résister à tout, sauf à une explosion nucléaire. Mais elle n'avait pas besoin d'entrer par effraction. Il lui suffisait de parler. Vous avez 2 choix, dit-elle par l'interphone, d'une voix calme malgré la fusillade qui faisait rage autour d'elle. Mourir dans cette boîte pendant qu'on injecte du monoxyde de carbone, ou vous rendre et faire face à la justice. Dans tous les cas, votre règne prend fin ce soir. La négociation dura 3 heures, avec des avocats et des représentants gouvernementaux venus du monde entier. Les membres du tableau tentèrent de marchander, offrant des informations sur des complots terroristes et promettant de disparaître à jamais. Mais Thessalie tint bon. Reddition totale, aveu complet ou mort totale. Pas de compromis. À l'aube sur Dubaï, ils émergèrent. 5 personnes qui avaient dirigé un empire mondial de la misère, désormais de simples criminels âgés condamnés à la prison pour le restant de leurs jours. Mais la véritable victoire est venue de leurs ordinateurs, que Lucia et Amélie ont piraté pendant que la négociation servait de diversion. Le coupe-circuit de la bombe informatique était désactivé, mais surtout, elles ont trouvé les dossiers complets. Chaque victime, chaque client, chaque fonctionnaire corrompu depuis 40 ans. Des preuves qui alimenteraient des poursuites pendant des décennies. Alors que les membres du conseil d'administration étaient emmenés enchaînés, l'une d'elles, une femme âgée aux allures de grand-mère, se tourna vers Thessalie. Vous pensez avoir gagné, mais il y aura toujours un autre marché. Le mal ne meurt pas, il change juste la direction. Thessalie soutint son regard avec assurance. Alors je les arrêterai aussi. Et si ce n'est pas moi, alors ce sera quelqu'un que j'ai formé. On n'abandonne jamais. Les suites furent chaotiques. Les gouvernements s'efforcèrent de contrôler le récit, de minimiser les dégâts des révélations. Certains membres de la garde de nuit furent arrêtés, d'autres reçurent des médailles. La plupart disparurent simplement dans l'ombre d'où ils étaient sortis. Thessalie fit l'objet de 17 enquêtes différentes, chacune cherchant à déterminer si elle était une héroïne ou une justicière. Mais ce sont les survivantes qui portèrent le véritable jugement. Le 1er août 2020, 3 saintes filles et femmes secourues se rassemblèrent à Washington, D.C., non pas pour protester ou réclamer justice, mais simplement pour dire merci. Elles restèrent silencieuses devant le Capitole, chacune tenant une bougie, représentant des dizaines d'autres qui ne pouvaient être là. Thessalie était à leur côté, ne se cachant plus, ne fuyant plus. La guerre n'était pas terminée. Elle n'a jamais vraiment pris fin, mais cette bataille était gagnée. Le coût avait été énorme. La garde de nuit avait perdu 4 membres lors de diverses opérations. Des dizaines de survivants avaient été à nouveau traumatisés par leurs témoignages. Des familles avaient été déchirées par les révélations de complicité. La Thessalie elle-même portait des cicatrices physiques et mentales qui ne guériraient jamais complètement. Mais face à ce coup, des victoires se dressaient, plus de 4000 filles secourues dans le monde, 6 grands réseaux de trafiquants démantelés
et une prise de conscience publique qui rendait les opérations futures plus difficiles à dissimuler. Le projet phare était devenu une organisation internationale avec des antennes dans 40 pays, des survivants et dans d'autres survivants, enseignant la reconnaissance et apportant un soutien. Ce n'était pas suffisant. Ce ne serait jamais suffisant tant qu'un seul enfant serait réduit en esclavage, mais c'était déjà quelque chose. Tandis que Thessaly se tenait parmi les bougies ce soir-là, elle pensa à Phoenix Mitchell, à tous ses frères et sœurs perdus dans diverses guerres. Ils s'étaient battus pour un idéal de liberté, de sécurité, de justice. C'était sa façon d'honorer cet idéal, de donner un sens à leur sacrifice. Demain, il y aurait de nouvelles menaces, de nouvelles batailles, de nouvelles guerres à mener. Mais ce soir-là, à la lueur vacillante des bougies, entourée des âmes qu'elle avait contribué à sauver, Thessaly s'accorda un moment de paix. La mission commencée dans un restaurant délabré du Texas était devenue une révolution mondiale. Et si elle savait que le mal reviendrait sous de nouvelles formes, elle savait aussi que des guerriers se lèveraient pour l'affronter. La garde continuerait, le phare brillerait toujours, et quelque part, une jeune fille qui aurait pu disparaître grandirait libre. 5 ans plus tard, le 17 mars 2024, Thessaly se tenait dans le même restaurant où tout avait commencé. Le carrefour avait été transformé en musée et en refuge, racheté par le projet phare et transformé en un lieu où les camionneurs pouvaient signaler toute activité suspecte et où les fugueurs pouvaient trouver de l'aide. Le stand où s'étaient assis les prophètes du diable abritait désormais un mémorial aux victimes, les photos et les noms de chaque fille victime de la traite par ce biais. Dolores, l'ancienne gérante, avait purgé sa peine et travaillait désormais comme conseillère, utilisant sa connaissance des tactiques de prédation pour apprendre aux autres à se protéger. C'était la rédemption en action, le mal transformé en bien par le choix et les conséquences. Evelyn Cartwright, aujourd'hui âgée de 21 ans et diplômée en droit, se tenait aux côtés de Thessaly lors de l'inauguration du mémorial. « Vous m'avez sauvé la vie », a déclaré Evelyn à la foule rassemblée, composée de Miguel et Lucia, d'Amélie, du Major Chen et de dizaines d'autres survivants et guerriers. Mais plus que cela, vous m'avez montré que survivre ne suffit pas. Nous devons riposter, protéger les autres, transformer notre douleur en but. Elle a dévoilé une plaque sur laquelle était inscrit « À la mémoire de ceux qui ont disparu, en l'honneur de ceux qui ont été retrouvés et en témoignage de notre engagement dans la recherche sans fin. » Le phare brillait éternellement. La foule était silencieuse, certains pleurant, tous se souvenant de leur rôle dans cette histoire qui avait marqué tant de vies. Le commandant Isaac Reeves était là aussi, libéré prématurément pour coopération et assis dans un fauteuil roulant après un accident vasculaire cérébral. Il avait passé ses dernières années en prison à écrire, non pas des mémoires ou des justifications, mais des analyses détaillées du fonctionnement des réseaux de trafiquants, de leur corruption des institutions et des moyens de les arrêter. Ces livres étaient devenus des lectures obligatoires à Quantico, apprenant aux nouveaux agents à reconnaître les signes qu'il avait autrefois contribué à dissimuler. Lorsqu'il s'était approché de Thessaly, elle aurait pu se détourner, refuser de reconnaître l'homme qui avait trahi tout ce qu'ils avaient défendu. Au lieu de cela, elle l'écouta parler. « J'avais tort, dit-il simplement. On ne triomphe pas du mal en devenant mauvais. Vous l'avez prouvé. Merci de m'avoir arrêté. » Elle ne pardonna pas. Ce n'était pas à elle de le faire, mais acquiesça, reconnaissant le long cheminement des ténèbres vers la lumière que certains n'accomplissaient jamais. L'invitée surprise était Patricia Vaughn, amenée enchaînée de la prison fédérale, où elle purgeait une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle avait demandé à être présente, à affronter les survivantes, à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait pendant son procès, s'excuser. « Je me suis dit que je servais un bien plus grand », a-t-elle dit, la voix brisée par des années d'isolement et de réflexion. « J'ai compté les morts évitées, mais jamais les vies que j'ai détruites. Je vois leur visage chaque soir, chaque fil que j'ai considéré comme une perte acceptable. Je ne demande pas pardon parce que je ne le mérite pas. Je demande seulement que vous sachiez que je comprends enfin qui j'étais. Ni une patriote, ni une pragmatique, mais un monstre qui a choisi le mal et l'a déguisé en nécessité. Certains survivants sont sortis, incapables de supporter sa présence. D'autres sont restés, ayant besoin d'entendre cet aveu, de voir leur bourreau réduit à la vérité. Alors que le soleil se couchait sur les plaines du Texas,
teintant le ciel de nuances d'ambre et de rose, Thessalie se retrouva seule avec le mémorial. Elle traça les noms du doigt, se souvenant de chaque sauvetage, de chaque fillette rentrée chez elle, de chacune de celles qui n'y étaient pas retournées. Son téléphone vibra, un message du réseau de la veille de nuit retentit, de nouvelles informations sur un réseau de trafiquants opérant depuis l'Asie du Sud-Est. La guerre continuait, continuerait tant qu'il y aurait des prédateurs et des proies. Mais désormais, ce n'était plus seulement sa guerre. Le projet phare avait formé plus d'1 millier d'opérateurs, d'anciens militaires et policiers qui avaient appris à combattre dans l'ombre. La veille de nuit avait donné naissance à des groupes similaires dans 17 pays. Les survivants eux-mêmes étaient devenus les armes les plus puissantes, leurs témoignages et leur activisme rendant plus difficile la dissimulation du mal. Miguel la trouva là à la tombée de la nuit, lui apportant café et compagnie. Sa fille Lucia était devenue procureure fédérale, spécialisée dans les affaires de trafic d'êtres humains, transformant son traumatisme en justice pour les autres. Elle veut savoir si vous prendrez la parole à sa faculté de droit, dit-il. Parlez-leur du chemin du guerrier, de ce choix de se battre quand fuir serait plus facile. Thessalie sourit, se souvenant de la couverture de serveuse effrayée qu'elle avait portée, de la femme douce qu'elle avait prétendu être. Ce personnage avait disparu, consumé par la vérité et la nécessité. Ce qui restait était plus dur mais plus honnête. Une guerrière qui avait trouvé sa guerre, une protectrice qui avait trouvé sa raison d'être. Tandis qu'ils se tenaient ensemble dans la nuit texane, regardant les camions passer sur l'autoroute 40, Thessalie repensait au parcours qu'il avait mené jusqu'ici. De Navy SEAL à agent infiltré, puis justicière, puis héroïne, et enfin ce qu'elle était désormais. Une gardienne, peut-être, ou simplement quelqu'un qui refusait de détourner le regard. Les cicatrices sur son corps racontaient des batailles gagnées et perdues. La médaille d'honneur que le président Harrison lui avait secrètement décernée reposait dans un coffre-fort, confidentiel pendant 50 ans. Mais les véritables monuments à son service circulaient librement. Des milliers de filles qui avaient échappé à l'enfer parce que quelqu'un avait pris soin d'y entrer pour elles. Et maintenant, demanda Miguel, une question à la fois précise et éternelle. Que faisaient les guerriers quand la guerre ne pouvait être gagnée, mais seulement menée? Thessalie réfléchit à la question, pensant aux nouveaux renseignements, aux nouvelles menaces, aux nouvelles filles qui disparaîtraient demain si personne n'agissait. Mais aussi à l'infrastructure qu'ils avaient construite, au réseau d'observateurs et de combattants qui continueraient malgré tout. Maintenant, nous gardons le phare allumé, dit-elle finalement. Nous formons la prochaine génération, nous surveillons les routes et nous ne les laissons jamais, au grand jamais, croire qu'ils sont en sécurité dans l'obscurité. Elle sortit son téléphone, répondant à l'alerte avec une efficacité éprouvée. Demain, elle s'envolerait pour Bangkok. Ce soir, elle monterait une fois de plus la garde au carrefour où son histoire avait commencé. L'enseigne lumineuse du restaurant s'alluma tandis que l'obscurité totale tombait, projetant une lumière rouge et bleue sur le parking. Mais une autre lumière était aussi présente, constante et puissante. Un phare installé sur le toit, visible à des kilomètres à la ronde. C'était à la fois un avertissement et un accueil chaleureux, une menace et une promesse. Aux prédateurs, elle disait « Nous observons ». Aux victimes, elle disait « Vous n'êtes pas qu'une ». Au monde, elle déclarait que même dans les recoins les plus sombres, quelqu'un montait la garde. Thessalie toucha son Trident Seal à travers sa chemise, sentant son poids contre son cœur. Le seul jour facile était hier, disait la devise. Mais elle avait appris autre chose. Le seul jour important était aujourd'hui où l'on pouvait encore faire la différence, encore sauver quelqu'un, encore repousser l'obscurité, un sauvetage à la fois. Alors qu'elle et Miguel retournaient à leur véhicule, prêts à affronter le lendemain, une jeune serveuse sortit en courant du restaurant. Elle était nouvelle, nerveuse, fuyant probablement quelque chose comme eux tous. « C'est vous ?» demanda-t-elle à Thessalie. « Celle qui a sauvé toutes ses filles ?» Thessalie commença à détourner le regard, à minimiser, mais vit quelque chose dans le regard de la jeune fille. Pas seulement de la curiosité, mais du besoin. Le regard de quelqu'un qui voulait croire à l'existence des héros. « Je suis une parmi tant d'autres, » dit-elle. « Nous les avons tous sauvés. Et si jamais tu as besoin d'être sauvé, ou si tu vois quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, tu le dis à quelqu'un. Tu te bats. Tu n'abandonnes jamais. » La jeune fille hocha la tête, une compréhension mutuelle passant entre elles. Elle allait l'observer elle aussi,
une autre gardienne à la croisée des chemins. L'histoire qui avait commencé par la violence en ce lieu s'était terminée par la vigilance. Non pas par la victoire, car cette guerre n'avait pas de bataille finale, mais par la détermination de la mener aussi longtemps que nécessaire. Thessalie s'éloigna dans la nuit texane, sachant qu'elle reviendrait, sachant que d'autres montraient la garde quand elle ne le pourrait pas. Derrière elle, le phare balayait l'obscurité, son faisceau éclairant l'autoroute où les camions transportaient des marchandises légitimes et parfois l'horreur. Mais désormais, il y avait des observateurs, des guerriers, des survivants devenus protecteurs. Les prophètes du diable avaient disparu, le marché était détruit, mais le mal reviendrait sous de nouvelles formes. Ce faisant, il trouverait Thessalie Dumont et son armée de gardiens de phare, prêts, sans crainte. La mission continuait, continuerait toujours, jusqu'à ce que chaque enfant soit en sécurité et que chaque prédateur sache que, quelque part, quelqu'un le traquait en retour. La dernière image capturée par les caméras de sécurité était celle du véhicule de Thessalie disparaissant au loin, en route vers la prochaine bataille, le prochain sauvetage, la prochaine occasion de compter. Sur sa lunette arrière, un petit autocollant captait la lumière. Un phare entouré de 13 étoiles, une pour chaque fil où sauver cette première nuit. Mais ceux qui connaissaient la véritable histoire comprenaient qu'elle en représentait des milliers d'autres, une constellation toujours plus grande d'âmes tirées des abysses. La guerre contre le mal était éternelle, tout comme l'engagement de ceux qui la combattaient. Et quelque part dans l'obscurité, une jeune fille qui avait failli disparaître dormirait tranquillement ce soir-là, car le sous-officier de première classe Thessalie Dumont avait refusé de baisser les bras, avait choisi la justice absolue plutôt que le mal facile, avait prouvé que parfois, une seule personne pouvait tout changer. La lumière continuerait de briller, la surveillance se poursuivrait, et les chasseurs resteraient traqués jusqu'à la fin des temps.